Ce ne sont pas les biens portants qui intéressent Dieu, mais plutôt les mal en point. Et ça, je l'ai compris bien après. Alors, bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Gloria et je vais vous raconter mon histoire. Voici mon histoire. Alors, tout commence dans le ventre de ma mère. Au bout de plusieurs mois, les médecins se rendent compte, grâce à une échographie, que je serais sûrement atteinte d'une pathologie qui se nomme la drépanocytose SS. Et donc, ces médecins en question ont proposé à mes parents de m'avorter parce qu'à cette époque-là, donc en 93, c'était pas encore très connu cette pathologie, du moins en tout cas en Occident. En France, c'était pas très connu. On savait à peu près les bases, donc c'est très douloureux et autres. Mais bon, on n'en savait pas plus, il n'y avait pas plus d'avancement particulier sur cette pathologie. Et donc mes parents n'ont pas réfléchi longtemps et ils ont décidé de décliner cette proposition. Déjà tout d'abord parce que mes parents sont très croyants, ils sont chrétiens. Et donc pour eux c'était juste pas concevable d'avorter. Et de deux, leur culture aussi de toute façon ne permet pas aussi d'avorter. Ça ne se fait pas. Ou du moins ce serait très mal vu. Mes parents ont beaucoup de doutes aussi d'est-ce qu'ils vont réussir à s'occuper de moi. Parce que eux aussi ils étaient dans l'inconnu quoi. Mais bon, je nais, ils s'occupent de moi. Je commence mes premières crises. Alors pour être honnête avec vous, mes premières crises, je m'en souviens absolument pas. Mais je me souviens peut-être de mon année, à partir de la maternelle, des choses comme ça. Oui, je peux me souvenir de certaines crises que j'ai pu faire, mes hospitalisations, mes rencontres et autres. Tous les 6 mois, j'ai des rendez-vous avec mon médecin qui me suit à l'hôpital Robert Debré à ce moment-là. Mes parents font connaissance avec des parents qui sont aussi d'origine congolaise. Et donc, et leur enfant est aussi atteint de drépanocytose. C'était un garçon qui s'appelait Jordan. Donc tous les 6 mois, mes parents et ses parents se voient dans les rendez-vous, on se voit, on reste un peu ensemble. Avec mon ami Jordan, on jouait ensemble en attendant chacun nos rendez-vous avec le médecin qu'on avait en commun. Et après, au bout de certaines années, voilà, on se rencontre toujours dans nos rendez-vous, etc. Et au bout de plusieurs mois, mes parents se rendent compte qu'il n'y a plus les parents de Jordan qui venaient. Et donc, mes parents demandent à notre médecin qu'on avait en commun, pourquoi il n'y a plus le petit Jordan et ses parents qui venaient, quoi. Et là, notre médecin nous explique que Jordan est décédé. Donc ça a choqué mes parents beaucoup. Et moi, à ce moment-là, j'étais pas encore consciente de c'était quoi un décès. J'avais pas conscience. Et donc, mes parents appellent les parents de Jordan pour savoir qu'est-ce qui se passe, où est Jordan, quoi. Où vous êtes, où est Jordan. Et donc ils annoncent à mes parents qu'effectivement mon ami, le petit garçon que je jouais avec lui tout le temps, Jordan, était décédé dans le camion des ambulances en allant à l'hôpital. Et il était en train de faire une crise de drépanocytose et ils avaient tardé à appeler les ambulances parce que pour eux un Doliprane aurait suffi. Et il s'avérait que non, sa crise était tellement forte et douloureuse à ce moment-là qu'il est décédé dans le camion de l'ambulance en allant à l'hôpital Robert Debré. Et donc mes parents m'ont expliqué qu'en gros je ne verrais plus mon ami, qu'il est décédé, etc. Mais moi j'avais pas encore conscience qu'il était mort à cause de la drépanocytose, dont la pathologie que j'avais. À ce moment-là, mes parents se rendent vraiment compte que même en Europe, on peut décéder aussi de la drépanocytose. Les années passent, je suis mon parcours scolaire en maternelle. Je commence à souvent voir aussi des différences avec mes camarades, du sens que moi j'avais le droit de boire, j'avais le droit d'aller aux toilettes et les autres élèves n'avaient pas le droit. Donc là je commençais souvent à te pointer du doigt, pourquoi elle a le droit à boire, pourquoi elle a le droit d'aller aux toilettes, pourquoi elle a le droit d'arrêter le sport avant, pourquoi la piscine elle sort plus tôt. Sauf que les autres élèves ne se rendaient pas compte, c'est que moi aussi j'étais frustrée du sens que je voulais ressembler à tout le monde en fait. Pour moi j'étais comme tout le monde. Et je pense que c'est à partir de l'année maternelle que j'ai commencé vraiment à renier
cette pathologie. Ça veut dire que même prendre mes traitements, je voulais pas prendre mes traitements, je voulais plus rien faire parce que pour moi, je voulais être comme un enfant normal. Entre-temps, on déménage et mon année primaire. En primaire, ça se passe plutôt bien. Hormis mes crises aussi, hormis les différences marquées avec mon droit de boire, mon droit d'aller aux toilettes, mon droit de ne pas faire peut-être toute l'heure de sport, etc. Et bon, bah, comme les jeunes enfants, pourquoi elle a le droit à ci, pourquoi elle n'a pas ça, pourquoi elle n'a pas ci. Mais hormis ça, mon année primaire s'est plutôt bien passée. Après, on va dire à la maison, à cette époque-là, ça va, mais c'est vrai que dû à ma pathologie, ma mère ou même mon père m'empêchait aussi de faire certaines choses que mes frères et sœurs devaient faire. Et c'est vrai que ça pouvait peut-être commencer à engendrer des petites frustrations. C'est de leur côté, du sens que j'étais peut-être trop privilégiée. Et peut-être ils ne se rendaient pas compte que c'était pas forcément ça. C'est juste que ma pathologie ne permettait pas à ce que je fasse ce que eux devaient faire à ce moment-là. Le collège s'est très bien passé. Les élèves, ils sont moins regardants à ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit. Au niveau du sport, tu as le droit de t'arrêter, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Honnêtement, on ne me posait pas des questions plus que ça sur ma pathologie. En soi, ça ne me dérangeait pas qu'on me posait des questions du moment que ce n'était pas pour critiquer ou se moquer. Il faut savoir que dans nos stages, au collège, au lycée, moi j'ai toujours voulu être travailler dans la police scientifique ou être militaire. Je voulais vraiment être militaire ou travailler dans la police scientifique. À l'époque, j'étais un peu garçon manqué et tout, je le suis toujours, mais un peu moins. Mais j'aimais beaucoup ces métiers. Et donc, pour nos stages, je suis partie, j'ai fait mon stage à la police. Et mon médecin déjà me déconseillait ces métiers-là dû à ma pathologie. Je pouvais pas, c'était pas compatible, je risquais de faire des crises encore plus que je faisais déjà. Et donc j'ai quand même fait ces stages dans la police. Et c'est vrai qu'on me disait souvent, au pire soit à l'accueil ou au pire soit dans le truc, sauf que non, moi je voulais être dans le terrain, militaire, je ne me voyais pas être militaire dans l'accueil, je voulais pas être police scientifique dans l'accueil, ou je sais pas, police gendarme dans l'accueil, non. Je me voyais pas du tout faire ça, quoi. Et donc bon, je me suis rendu compte que ma pathologie encore une fois me bloquait. Et je me sentais vraiment mal parce que je me suis dit qu'encore une fois, cette pathologie me bloque dans tout ce que j'ai envie d'entreprendre, dans tous mes projets, ma vie, quoi. Et malgré que la pathologie ne me permettait pas forcément de faire du sport longtemps, mais bon, moi, je faisais quand même du sport, donc j'ai fait du judo. J'ai fait de l'athlétisme. J'ai fait un tout petit peu de rugby. J'ai fait de la danse. D'un instrument, j'ai fait de la guitare. Donc c'est vrai qu'on était jeunes, mes parents nous inscrivaient beaucoup dans les sports, dans les trucs comme ça. Et donc j'ai fait. Je ne voulais pas être toujours celle du coin, celle qui était toujours... qui pouvait rien faire à cause de cette pathologie. Et j'en avais marre de me sentir différente. D'être regardée un peu de travers parce que tu es toujours celle qui a le droit de... ou celle qui n'a pas le droit de, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai qu'à cette époque, à mes collèges, je faisais aussi énormément de crises. Je continuais toujours à faire énormément de crises. Et c'est vraiment une époque où j'en voulais à Dieu, mais d'une manière infinie. Ça veut dire que j'avais l'impression de rien faire comme les autres, j'avais l'impression d'être trop différente, j'avais l'impression, pourtant mes amis ne me jugeaient pas, pourtant j'avais pas l'impression que les autres aussi à l'extérieur me jugeaient, mais c'est vraiment, j'en voulais à Dieu, j'en voulais à mes parents, mais vraiment, j'en voulais tellement à mes parents de m'avoir engendré, j'en voulais tellement à Dieu d'avoir permis que moi, enfant, me mettre tout ça sur mes épaules, c'est-à-dire cette pathologie, et de souffrir alors que j'avais rien demandé en soi,
et de subir tout ça depuis des années et des années. C'est vraiment une année où, des années où j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et dès que j'avais le malheur d'avoir une crise, je m'en prenais à mes parents, du sens que je leur disais, mais pourquoi vous m'avez engendré? Pourquoi vous m'avez pas avorté? Il fallait écouter les médecins, il fallait m'avorter, il fallait m'avorter, il fallait m'avorter. Tout le temps, je leur disais, il fallait m'avorter. Franchement, vous aurez dû m'avorter. Et j'en voulais à Dieu, mais d'une manière que vous avez même pas idée. Vous avez même pas idée. Je me disais, mais j'ai fait quoi pour mériter ça en fait? Quel enfant peut vivre ça en fait? C'est juste pas possible. J'ai rien demandé. Des douleurs atroces, des hospitalisations sans cesse. Et en plus, quand vous êtes hospitalisé, des piqûres partout. 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 Tout le temps. C'est juste pas possible. Et donc, une fois, j'ai été hospitalisée à l'hôpital. Logique. J'avais fait une très grosse crise. Et je sais qu'un médecin avait convoqué mes parents pour leur expliquer que si je continuais à faire des crises aussi rapprochées, aussi fortes, je ne dépasserai pas l'âge de mes 20 ans. Alors moi, je suis au collège. Comment vous dire, quand vous apprenez ça, c'est un choc. J'ai envie de vivre en fait. Donc j'envoie un message à mes amis, etc. Je leur dis en gros, je vais mourir, bah, au revoir quoi, je vais bientôt mourir, je sais pas quand, mais je vais mourir. Et donc ils viennent tous à l'hôpital, on commence à tous pleurer ensemble, etc., etc. Je vais mieux par la grâce de Dieu, je sors de l'hôpital, je continue mes scolarités du collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Entre-temps, moi, intérieurement, ça va vraiment pas, mais je le montre pas. Parce que chez moi, ça va mal, entre guillemets, du sens que je me sentais coupable, je me sentais très coupable. Parce que mon père recevait des papiers où l'hôpital prélevait directement dans le compte bancaire de mon père pour dû à mes hospitalisations. Parce que j'avais plus, je crois, la CMU ou quelque chose comme ça. Et donc, j'étais très souvent hospitalisée. Donc, comment vous expliquer que c'était vraiment des grands tarifs, quoi, qu'on prélevait dans la source, dans le compte à mon papa. Et donc, mon père recevait des courriers, il regardait, il disait, mais oh, voilà quoi, pourquoi ils font ça, quoi, qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Et donc, moi, je m'en voulais parce que je savais que c'était à cause de mes hospitalisations. Ça commençait à me mettre mal à l'aise de plus en plus. Ça commençait à me mettre mal à l'aise que à chaque fois il y avait des factures qui venaient et c'était des factures d'hospitalisation. Et j'étais à 100%, mais j'avais plus la CMU. Et donc c'était toujours des factures et des factures et des factures et des factures pour les hospitalisations. Mes hospitalisations répétées, en plus plusieurs par mois, comme je vous disais. Et donc ça devenait lourd pour moi en fait. Je suis adolescente et je travaille pas. Et les factures vont directement pris à la source dans le compte de mes parents, de mon père. Donc je me sentais de plus en plus comme un poids en fait. Un poids. Il y avait plus des choses que j'avais appris d'une tantine qui me souhaitait la mort. Une tantine que j'aimais tellement, que j'aime toujours d'ailleurs, que j'aimais tellement que j'aurais jamais cru qu'en fait, quand je faisais mes crises devant elle, elle se moquait de moi auprès des autres personnes. Elle me souhaitait la mort. Et disait aussi que j'aurais jamais d'enfant. Je suis désolée. Et disait aussi que j'aurais jamais d'enfant.
Et donc j'apprends tout ça, plus les factures de mon papa. Plusieurs fois mon père, il a été viré parce qu'il manquait le travail pour me ramener à l'hôpital. Pareil pour ma mère. Ils avaient beau expliquer à leur travail que c'était pas de leur faute, que leur fille a une pathologie, qu'il faut toujours aller à l'hôpital. Au bout d'un moment, c'était trop pour eux, ce que je peux comprendre aussi pour les patrons. Mais donc pour moi, tout ça, c'est devenu vraiment lourd. Et donc une fois, j'en pouvais plus. Et j'avais écrit une lettre pour dire au revoir, quoi. J'avais écrit une lettre pour dire au revoir, je l'avais posée sur mon bureau et je m'étais, je crois, endormie ou je sais plus. Je suis partie à l'école. Ma mère, je sais pas ce qu'elle faisait dans ma chambre, elle est tombée dessus. Ça l'a tellement choquée qu'elle a appelé... on l'appelle le sage dans notre famille, c'est un tonton ami, tonton Anto. Et il a commencé à me parler, à me sortir des versets bibliques, à me parler, à me dire en gros que je peux pas faire ça, que je suis quelqu'un de forte, etc. etc. Que tellement j'étais quelqu'un de solaire, ils auraient jamais cru qu'en fait c'était moi qui aurait voulu en gros partir, quoi. Et donc ça c'est passé. Dans ma famille, on me disait toujours Gloria, tu vas témoigner, Gloria, tu vas témoigner un jour, Gloria, tu vas témoigner. Moi, pour moi, c'était loin de moi. Je me dis, je vais témoigner. Enfin, je vais témoigner quoi? Je suis toute l'année malade. Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié, il m'a abandonné. Qu'est-ce que j'ai fait, enfin? Mais malgré ça, j'allais à l'église. Malgré ça, je priais. Malgré ça, j'essayais de me raccrocher à une branche. Et ma branche, c'était Dieu. C'était dur. Peut-être à la maison, je sais pas. Je suis pas là pour sortir des noms ou quoi, c'est pas le but. Mais peut-être des fois je pouvais faire une crise la nuit, parce que les crises viennent à tout moment, le jour, le matin, après-midi, ça prévient pas. Mais c'est vrai que souvent c'était la nuit. Tout le monde dort, des fois j'ai mal, alors je crie, je pleure. Et t'entends le bruit, genre ça crie, mais le bruit, on dort, ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc je commence à pleurer, mais très doucement pour déranger personne. Je me tais. Et il y avait un moment, pour ne plus déranger, dès que j'étais en crise, tout le monde dormait, ça pouvait être le soir. Je rangeais mes affaires de l'hôpital et je partais à pied la nuit jusqu'à l'hôpital et personne ne savait que j'étais partie. Et le matin, quand on me trouvait pas, on m'appelait, t'es où? Je suis à l'hôpital. Mais pourquoi tu nous as pas réveillés? Parce que je voulais pas déranger. En fait, je voulais plus déranger. Désolée. En fait, je voulais plus déranger. Et donc, même si je faisais des crises au niveau des jambes, je marchais jusqu'à l'hôpital. Une fois, je faisais une grosse crise. Et je n'oublierai jamais, c'était la nuit sous la pluie. Mon papa, il était trop fatigué. Il venait travailler, je crois même le soir. Donc on l'a laissé dormir.
faisais une crise au niveau des jambes. Et ma mère m'a portée sur son dos jusqu'à l'hôpital. J'étais au lycée, j'avais peut-être, je sais pas, 18 ans. Ma mère m'a portée sur son dos. Sur son dos jusqu'à l'hôpital. Et l'hôpital jusqu'à chez moi, c'est pas à côté. Sous la pluie. Et encore une fois, ça me dérangeait. Je me sentais tellement de... Mon père, toutes les fois où il était obligé de se réveiller la nuit pour me déposer à l'hôpital, ou même la journée, ou quitter son travail pour me ramener, je me sentais de trop. Les événements de famille où j'étais toujours obligée de... Dès que je faisais une crise, d'essayer d'être discrète pour pas que la famille se rende compte que je fais une crise. Quand des fois, toujours j'étais là, j'abîmais toutes les fêtes familiales, j'abîmais tous les anniversaires, tous les événements, parce qu'il fallait toujours que je finisse par faire une crise. Et donc, j'en pouvais plus. Même à l'église, tu vas à l'église, tu vas pour prier, tu vas à l'église dans les réunions des jeunes et autres. Tu te retrouves à faire une crise, tu te retrouves à être le centre du monde. Parce que t'as mal, tu cries, tu pleures, t'as mal. Et donc, tout au but de stopper. On doit appeler les pompiers et tout et tout. Donc, en gros, je me suis toujours sentie de trop. Où j'avais toujours l'impression d'être la personne qui allait abîmer l'événement en question, ou l'ambiance, la joie et tout, etc. Et j'ai toujours été reconnaissante pour la famille que j'ai. Mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, qui m'ont toujours soutenue. Mes cousines, à chaque fois, t'as besoin d'un truc, ouais, ramène-moi juste un jus. Et elles viennent avec tout, des sacs et des sacs, des pulls, des culottes, des couettes, de la nourriture pour moi. Ah, ils sont là m'essuyer. À m'essuyer, à s'occuper de moi. Je suis tellement reconnaissante. Mon oncle Ocolarios, qui prie tellement pour moi. Mes tantes, tante Tété, tante Marie, enfin... Mon oncle, toute ma famille, franchement, mon oncle Likens, tout le monde. Je suis très reconnaissante. Ouais, ça pouvait arriver que j'avais des crises. Mon frère commence à me masser, mes soeurs commencent à me masser pour essayer de m'aider. Mon frère, peut-être qu'il va me voir faire en crise, il sait pas quoi faire, il commence à pleurer avec moi parce qu'il sait pas comment m'aider. Ma petite soeur, elle qui pleure tout le temps parce qu'elle est très sensible, qui pleure, qui essaye de m'aider comme elle peut, me masser. Ma soeur qui était déjà véhiculée, qui m'emmenait vite à l'hôpital, etc. Bref, je pense que dans ma famille, ils ont tous été investis de quelque manière qu'ils soient pour m'aider. Je suis tellement reconnaissante. Je suis tellement reconnaissante aussi envers mes amis d'enfance qui m'ont jamais laissée à l'hôpital. Ils ont toujours été avec moi et me faisaient passer du temps. Et je sais que ça a beaucoup aussi aidé mes parents, que mes amis, entre guillemets, prenaient le relais pour les visites à l'hôpital. Parce que mes parents, ils aimaient pas me savoir seule. Et quand ils savaient que j'étais avec mes amis à l'hôpital, ça leur permettait aussi de se reposer à la maison. Et je suis tellement reconnaissante. On me ramenait mes McDo, mes chocolats, mes trucs. Parce que je mange pas les nourritures de l'hôpital. Je suis désolée, j'aime pas. Et donc, mes parents, ça leur permettait aussi de souffler un petit peu. Et sinon, des fois, c'était mes cousines qui passaient.
mon frère, mes soeurs, voilà, la famille, mon fiancé à ce moment-là. En grandissant, je continue encore à faire des tas de crises. Et encore une fois, pour moi, Dieu me laissait tomber. Et je pouvais aller à l'église en plein culte, je faisais des crises encore et encore. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai Pasteur Soleil Komissa, il m'a beaucoup soutenue. Et je l'en suis tellement reconnaissante aussi parce que c'est vrai que notre père spirituel, notre pasteur, quoi, on a besoin des fois aussi de sentir son appui dans notre vie de prière, son aide. Des paroles réconfortantes avec les versets et autres. C'est vrai qu'il a beaucoup été là pour moi, il a beaucoup prié pour moi, il a jeûné pour moi. Et j'en suis tellement reconnaissante. Il est venu me voir à l'hôpital alors qu'il devait prêcher dans une plateforme qui s'appelle Pain du Soir. Il est en retard. Il a préféré honorer sa promesse et venir me voir à l'hôpital. Priez pour moi. Et je me dis que Dieu le bénisse. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont vraiment pas trop disponibles, indisponibles, injoignables et autres. Ça existe. Et lui, à ce moment-là, il était là pour moi, pour ma famille, et j'en suis reconnaissante. De même pour Pasteur Adonai. Et donc, il m'a beaucoup soutenue. Il m'a aidé à voir autrement que l'abandon de Dieu dans ma vie. Que j'avais l'impression que Dieu m'avait abandonnée, donc il m'a aidé à voir autrement. Il y a une question que je me pose. Comment vous pouvez vous réveiller un matin et commencer à insulter les enfants des gens de SS? D'où c'est une insulte en fait d'être drépano, je comprends pas. Il y a des tas de drépanos qui se font insulter parce qu'ils sont drépanos. Je comprends pas. Genre on souffre pas assez. On souffre pas assez. Il y a des pays où les drépanos sont jetés, sont considérés comme des sorciers. Je comprends pas. Vous réveillez un matin pour se moquer. Je comprends pas. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu est juste. Dieu est juste. Aujourd'hui, vous êtes en bonne santé. Mais demain, vous savez pas. Ce sera peut-être pas la drépano. Peut-être un accident ou autre. Mais ça, c'est Dieu qui en décidera. Ça m'est arrivé de faire des crises. De chercher au secours. De crier au secours. Il y avait des gens autour de moi que je connais, qui me connaissent, qui marchaient autour de moi et qui me regardaient même pas pour m'aider. Et donc je pleurais par terre, à chercher de l'aide pour appeler les pompiers pour moi. On était autour de moi, on me laissait par terre.
Désolée, franchement, je pense que je suis obligée d'arriver là pour expliquer mon témoignage et comment Dieu m'a restaurée en fait. Je suis vraiment désolée, c'est pas facile pour moi non plus. Mais le seul truc de positif dans tout ça, c'est que le Seigneur m'a restaurée. Et c'est mieux que tout, quoi. Après mon année 3e, j'ai été dans un centre à Neufmoutier-en-Brie. Et c'est un centre où il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'adolescents qui ont une pathologie quelconque. Il y a des diabétiques, des drépano, des anorexiques, des gens au surpoids, des suicidaires. Il y a de tout, franchement, il y a de tout, des handicapés, il y a de tout, d'accord? Et en fait, mon médecin avait décidé de m'envoyer là-bas parce qu'en fait, tellement j'étais dans un état où je refusais je n'acceptais pas cette pathologie et donc je prenais pas forcément mes traitements et donc en l'occurrence, ça m'engendrait encore plus de crises et donc je pouvais pas continuer ainsi. Et donc, on m'avait envoyé là-bas, je devais faire 3 mois. Finalement, j'ai fait 1 an. Et c'est en fait, ce centre m'a beaucoup appris parce que je me suis rendu compte que oui, je souffrais. Il y en a qui souffraient encore plus que moi. Et il y en a qui souffraient peut-être moins que moi aussi, mais qui souffraient. Et en fait, on était une bande de jeunes comme ça à souffrir de pathologies différentes, mais à souffrir. Et ce centre m'a beaucoup appris. Et je pense que peut-être la colère que j'avais vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis peut-être de mes parents, de m'avoir engendré, s'est dissipé, s'est calmé. C'était dur. J'ai découvert des pathologies que je ne connaissais pas. J'ai découvert d'autres formes de crise que je ne connaissais pas parce que je ne connaissais que la drépanocytose. J'ai fait connaissance avec beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui des amis. J'ai découvert plein de choses. Mon amie qui était dans ma chambre, c'était une diabétique. Une fois, elle avait fait une grosse crise de diabète. Et elle criait, elle pleurait. Et j'avais l'impression qu'elle faisait une crise de drépano en fait. Parce que c'était tellement intense que j'avais l'impression qu'elle faisait elle aussi une crise de drépano. Alors que non, elle faisait une crise de diabète. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on souffre tous en fait. Je pense que toute pathologie quelconque fait souffrir, fait mal. Des fois, c'est pas forcément physiquement, mais fait mal. D'ailleurs, on avait une amie dans ce centre qui est décédée de la mucoviscidose. Ça nous a aussi beaucoup choqués. Beaucoup, ça nous a marqué, ça nous a choqués. On a un ami là-bas aussi qui est rentré dans le coma en faisant une crise de diabète. Je crois qu'il était en baisse de sucre. Si je dis pas n'importe quoi, franchement, je vais pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'il était en hypo, je crois. Voilà, il était en hypoglycémie, je crois. C'est des choses qui m'ont tellement marqué que je me suis dit merci Seigneur, parce qu'il y a pire. Et merci Seigneur, parce qu'il y a moins pire, mais dans tous les cas, je sais que je souffre pas seule. C'était peut-être égoïste de voir les autres, entre guillemets, souffrir pour se rendre compte que il n'y a pas que moi qui souffrais en fait à ce moment-là. Et en sortant de ce centre, finalement, j'ai toujours pas accepté la pathologie, mais j'ai compris qu'il n'y avait pas que moi qui souffrais. Et donc, j'ai commencé à voir la vie un peu différemment. Et ça m'a fait grandir. Franchement, honnêtement, ça m'a fait grandir. Je vois plus les gens de la même manière. Et rien que pour cette expérience-là, je suis reconnaissante. Et entre-temps, voilà, les années passent.
j'annonce dans mon entourage que je vais me fiancer, etc. etc. Et donc là, on vient la méchanceté de l'entourage, des alentours. À Coco Falobi, alors ça sert à quoi? Elle va mourir demain, alors ça sert à quoi? Elle n'aura pas d'enfant, alors ça sert à quoi? Mais son futur mari va souffrir, pourquoi la laisser se marier? Que des trucs comme ça en fait. Et tu te rends compte qu'en fait l'être humain n'est pas si bon. Enfin, aujourd'hui je pense que je vais m'arrêter là parce que mon histoire est très longue. J'essaie vraiment de la rétrécir au maximum que je pouvais. Mais tout ça pour dire que le Seigneur au final ne m'a pas abandonnée, ne m'a pas délaissée. Parce que depuis ma tendre enfance, mes proches, ma famille, mes tantes, mes oncles, mes parents m'ont toujours dit: Gloria, tu témoigneras un jour. Gloria, ta vie sera un témoignage. Gloria, tu ne mourras pas. Aujourd'hui, j'ai 30 ans par la grâce de Dieu. J'ai un mari, 3 enfants, pardon. Et c'est la grâce de Dieu, ça aussi. C'est un autre témoignage. Ces insultes, ces humiliations de certaines personnes, je les ai pardonnées. Je les ai pardonnées parce que Dieu me demande de les pardonner. En toute honnêteté, ce serait moi. Je ne sais pas si j'aurai la force. Mais je sais que le Seigneur m'a donné la force de les pardonner. Je les ai donc pardonnés. Mais je comprends pas cette méchanceté. Et encore moi, j'ai encore Dieu merci. Parce que moi, physiquement, ça ne se voit pas forcément que j'ai une pathologie. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me connaissent qui ne savent même pas que j'ai une pathologie. Mais il y a certains drépano où vraiment physiquement, ça se voit qui sont atteints, qui sont la drépano. Vous voyez? Physiquement, le ventre un peu vraiment ballonné, comme si on était ballonné, les yeux très 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 jaunes. Et franchement, Dieu il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. C'est ça pour dire que beaucoup avaient mis un point dans ma vie. Beaucoup me souhaitaient la mort. Beaucoup se moquaient de moi. Beaucoup essayaient de m'humilier. Beaucoup me disaient que je n'allais jamais me marier parce qu'aucune personne allait accepter d'être mariée avec une personne toujours hospitalisée, même pas sûre d'avoir des enfants. Et je suis tellement reconnaissante que Dieu les a confondus parce que j'ai des enfants par la grâce de Dieu. Je suis mariée par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Croire en Dieu, ne pas baisser les bras, persévérer. C'est vraiment le conseil que je puisse vous donner. Le Seigneur m'a tellement consolée dans plusieurs choses, plusieurs domaines. Il m'a appris à pardonner. On pouvait m'insulter de gros yeux jaunes. Avec tes gros yeux. On pouvait m'insulter avec ton gros ventre. Dû à la pathologie. On pouvait m'insulter de SS, vous pouvez m'insulter de beaucoup de choses et le Seigneur m'a consolée. Il m'a appris à pardonner. Et je suis reconnaissante parce que ça a libéré aussi un poids dans mon cœur. Et je sais que Dieu est juste. Moi, je souhaite du mal à personne, honnêtement. J'ai plus l'âge à vouloir maudire ou quoi que ce soit, non. Je sais que Dieu est juste et c'est le principal. Et voilà, tout ça pour vous dire de persévérer. C'est pas toujours facile, loin de là. Mais persévérer. Là, ça va faire peut-être, si je dis pas n'importe quoi,
2 ans, 2 ans que j'ai pas été hospitalisée. Tu n'as jamais vu, enfin pour moi, parce que je suis tellement souvent hospitalisée, que là ça va faire 2 ans que j'ai pas été hospitalisée. Alors dans les 2 ans, oui, ça peut arriver que je fasse des petites crises, des petites douleurs à la maison, mais plus hospitalisée. Et ça me fait, même moi, au début, ça me faisait bizarre. J'étais tellement habituée d'aller à l'hôpital. Ça me faisait tellement bizarre. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est la grâce de Dieu. Dieu est en train de me restaurer, en train de me guérir, en train de me soigner, step by step. Et je suis tellement reconnaissante. Je ne pouvais plus de l'hôpital. J'ai passé des tas d'anniversaires à l'hôpital, des tas de bonnes années, des tas de Noël, des tas d'événements que j'ai passés à l'hôpital. J'ai raté beaucoup de choses. J'en pouvais plus. Des Noëls à l'hôpital, t'es seule. Des anniversaires, des bonnes années à l'hôpital, t'es seule. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce que tu vis, mais se permettent de te critiquer. Quelquefois, t'as mal, t'es en train de faire une crise. On te dit, bah, prends ton médicament. Mais t'as pris ton médicament en fait. Ou des fois, tellement l'entourage, ils sont habitués à te voir faire des crises, qu'ils se rendent plus compte en fait de la gravité de... Enfin, tu peux en mourir quoi. Ils se rendent plus compte que c'est dangereux. Et donc, des fois, ça peut être minimisé. Ou ça peut être, on va te dire, va te reposer, ça va passer. Sauf que non, en fait, tu peux te reposer comme tu veux. Il y a des crises qui ne passeront pas. Tu peux prendre tes médicaments de douleur comme tu veux. Il y a des crises qui ne passeront pas. Et beaucoup aussi pensent parce que tu prends ton traitement que ça y est, tu vas plus faire de crise. Non, tu vas faire des crises, mais juste tu vas en faire moins. Et donc, tu sais que ça, moi, je sais que dans mon entourage, souvent c'était ça en fait. On pensait que si je faisais une crise, c'est parce que soit j'avais pas pris mes médicaments, soit parce que j'avais pas pris mes médicaments, ou soit parce que je me suis pas reposée ou quoi que ce soit. Sauf que non, c'était pas forcément ça. Honnêtement, j'ai beaucoup pleuré, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vous raconterai la suite de mon histoire un peu plus tard. Je vous raconterai aussi le témoignage avec mon mari et mes enfants. Donc je pense que j'en ferai plusieurs étapes parce que c'est assez long. Là, j'essaie de raccourcir au maximum parce que c'est très long. Mais croyez en Dieu, ne baissez pas les bras. Dieu est juste. Et pour moi, vous ne souffrez pas pour rien. C'est sûrement parce que vous êtes un témoignage. Et peut-être que votre histoire va rendre fort quelqu'un, va encourager quelqu'un d'autre. Et moi, ça, je l'ai compris, c'est vrai, très longtemps après, mais je l'ai compris. Vous savez, c'est moi la fille avec une pathologie, qu'on pointait du doigt, qu'on rigolait, qu'on critiquait, qu'on souhaitait la mort. Aujourd'hui, je m'en sors bien. Honnêtement, je m'en sors bien. Il y a beaucoup de personnes en bonne santé qui ont pu me critiquer. Mais aujourd'hui, quand tu vois leur vie, t'as mal pour elles. T'as mal pour eux. La méchanceté ne paye pas. Et je pense que ça ne payera jamais. Dieu est juste. Et ces gens, je les ai pardonnés. Je les ai vraiment pardonnés. Et je sais pas quoi vous dire d'autre, mais en tout cas, ne baissez pas les bras, Dieu est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen.